Le but de cette table ronde, c'est d'évoquer ensemble le problème de l'arrêt cardiaque, de faire un petit point sur les chiffres et d'expliquer aussi de manière assez pédagogue ce qu'est l'arrêt cardiaque, comment on peut réagir, etc. Donc pour rappel, l'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable en France, en Europe. Chaque année, ce sont 50 000 personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque en France, 400 000 en Europe. Ça peut toucher tout le monde à tout âge. De manière générale, la moyenne d'âge est autour des 60 ans pour les victimes. Et parfois, elles sont beaucoup plus jeunes. Chez les sportifs amateurs, on parle plutôt d'une moyenne d'âge autour des 40 ans. Mais on peut changer les choses en agissant dans les premières minutes avec des gestes simples et avec un défibrillateur à portée de main. Docteur Casson, vous pouvez peut-être commencer en nous expliquant un petit peu comment on peut reconnaître un arrêt cardiaque et comment réagir aujourd'hui. Tout d'abord, Johan, merci parce que je suis avec Jérôme, on était au début de cette histoire de Life Is. Je me rappelle les premières fois que vous m'avez montré, vous nous avez montré le défibrillateur simplement grâce à une petite imprimante 3D et il n'y avait rien dedans. C'était l'idée, vous étiez ingénieur encore à l'époque. Bravo, parce que cette histoire, elle est très positive et vous avez pris une place que peut-être personne n'avait pensé prendre. Et c'est bravo à vous et à toute votre équipe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de vous. Alors l'arrêt cardiaque, c'est quelque chose de très important à reconnaître. Et finalement, on a deux choses à reconnaître, l'inconscience et l'arrêt de la respiration normale. Parce qu'il y a deux choses qui empêchent nos citoyens d'agir souvent, et parfois même les professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle les gaspes, c'est-à-dire une respiration très anarchique où on est en train d'étouffer, entre guillemets. En fait, ce sont les derniers souffles, comme le grand public dit. Et puis il y a les convulsions également, qui peuvent être un piège énorme et qui, là aussi, retardent la mise en route du massage cardiaque. Donc vraiment, là, dans l'esprit du public, il faut se dire qu'il faut leur faire passer l'idée que tout inconscient qui ne respire pas, eh bien, je vais appuyer sur le thorax. Toutes les études l'ont montré, même si il peut y avoir des erreurs, ce n'est pas dangereux, contrairement à ce que l'on enseignait il y a des dizaines d'années, où on disait qu'il ne faut pas masser un cœur qui bat. Des spécialistes de cardiologie et chirurgiens thoraciques qui pourront nous le confirmer, mais toutes ces études, en particulier dans les recommandations internationales, montrent que, au contraire, il ne faut pas hésiter parce que c'est ce qui va sauver les personnes et ça ne tuera pas. Et c'est vrai que cette crainte de mal faire, il faut la faire passer, sous plusieurs formes, très probablement, tout d'abord, bien sûr, la pratique, mais aussi le fait de rappeler cette pratique sous une forme ou sous une autre. Vous avez développé des formations à distance, d'autres l'ont fait, l'approche française tout particulièrement a mis ça également en place. Je crois qu'il faut de toute façon, et j'en parlais avec un de nos élus à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut que l'on se réunisse tous ensemble, qui est ici, et on a les mêmes objectifs, c'est de dire essayons d'enseigner régulièrement à la population des gestes de premier secours, l'arrêt cardiaque en est un. Et comme vous le disiez, c'est beaucoup de morts en Europe. Pour donner peut-être quelque chose qui pourrait vous frapper, c'est 2 jumbo jets qui s'écrasent chaque jour en Europe, qui provoquent la totalité des arrêts cardiaques qui existent et qui arrivent en Europe. Vous vous rendez compte comment sur le plan communication, ce serait beaucoup plus évidemment écouté de la part des citoyens et peut-être de nos décideurs, si ça se passait de cette manière. Mais là, c'est des morts qui ne font pas de bruit. On en reparlera dans l'après-midi. 7 sur 10 arrivent à domicile, minimum. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit absolument faire effectivement reconnaître nos citoyens. Et deuxièmement, et bien surtout, alerter les secours, parce que on a la chance ici, on est en plein Paris, et les secours, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le SAMU de Paris, interviennent extrêmement vite. Ce n'est pas le cas partout en France, et c'est là aussi où, quand vous lancerez cette table ronde sur les citoyens sauveteurs, c'est extrêmement important, parce que ça ne suffit pas de dire que tiens, on a besoin de 80% de la population formée, il faut réfléchir comment y arriver, et ça, eh bien, c'est probablement en se mettant tous ensemble, et cette chaîne de survie qu'on présente un peu tous les trois, il nous manque un intervenant
vous bloquez sur l'autoroute, c'est bien dommage. Mais c'est vrai que cette chaîne de survie, si le citoyen n'est pas là, elle n'a pas lieu d'être. C'est ça que Ouais, exactement. On n'en a pas parlé aussi, mais un des enjeux, c'est que le taux de survie aujourd'hui est extrêmement faible. Et il dépend surtout du délai d'intervention pour secourir la personne avec un massage cardiaque, avec un défibrillateur le plus rapidement possible. De votre côté, sur le côté plutôt cardiologie et l'intervention, quand vous voyez des cœurs lors des interventions chirurgicales, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce qui se passe vraiment dans un cœur quand il y a un arrêt cardiaque et pourquoi il faut agir beaucoup plus vite pour sauver des vies? Alors, quand il y a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Ça va? Oui, je pense que ça va. Alors, le cœur, finalement, c'est une pompe, ni plus ni moins. Et dans cette pompe, elle nourrit tous les organes, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la nourrisse aussi, et c'est les artères coronaires. Et une fois que le cœur s'arrête, eh bien, ce cœur n'est plus nourri, et le muscle se détruit. Et s'il se détruit, ensuite, il ne peut plus refonctionner. Et le temps est extrêmement important, puisque plus le temps passe, et plus le cœur va finalement non seulement être abîmé, mais comme il ne va plus fonctionner, les organes ne vont plus être irrigués. Et l'organe principal qui souffre de l'arrêt cardiaque, c'est le cerveau. Parce que ça nous est arrivé très très souvent d'avoir des patients dont on sauve la vie, entre guillemets, dont on arrive à faire relancer le cœur, mais qui malheureusement ont eu un arrêt cardiaque qui a duré trop longtemps et qui a impacté le cerveau. Et on se retrouve avec un malade on a l'impression qu'il est vivant, mais finalement il n'arrivera jamais à se réveiller ou alors à récupérer une vie normale. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important d'agir le plus vite possible, puisque une minute d'arrêt cardiaque, c'est lié à 10% de survie en plus ou en moins. Donc chaque minute qui passe, il y a 10% qui diminue. Et donc une minute, ça passe extrêmement vite, et 10 minutes aussi. Ce qui est important à bien souligner, c'est que il peut y avoir plusieurs causes cardiologiques à l'arrêt cardiaque. Quand on parle d'arrêt cardiaque, souvent on fait des petits mélanges entre infarctus, accident vasculaire, arrêt cardiaque, on est un petit peu perdu dans le grand public. Il faut savoir qu'il y a plusieurs causes possibles, plusieurs types de maladies cardiaques peuvent se terminer par un arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque brutal, une mort subite. La plus fréquente, c'est quand même, comme l'a dit Marina, la maladie coronaire. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une artère coronaire qui se bouche de manière brutale. Vous avez des plaques au niveau des artères coronaires, des plaques d'athérome. Une plaque peut se fissurer, ça fait développer un caillot qui bouche complètement l'artère. Et du coup, le muscle cardiaque, le muscle pompe qui a besoin de sang artériel oxygéné pour fonctionner, ne fonctionne plus sur une portion anatomique du cœur, sur une portion plus ou moins grande du cœur. Et ça peut entraîner l'arrêt cardiaque dans la phase aiguë, initiale. Le fait que l'artère soit bouchée, le muscle ne reçoit plus de sang, ça peut provoquer la mort subite et l'arrêt cardiaque en phase aiguë initiale. Et c'est surtout de ça dont on parle ici aujourd'hui avec l'IFIS, mais il faut savoir qu'un patient qui, par exemple, a eu un infarctus duquel il a survécu, va garder une cicatrice d'infarctus, c'est-à-dire une portion du muscle cardiaque qui est totalement détruite, et il pourra même, plusieurs années plus tard, présenter aussi une mort subite à cause de cette cicatrice d'infarctus. Donc vous voyez, il faut bien distinguer différentes maladies qui peuvent toutes mener à un arrêt cardiaque subi, brutal, et distinguer la maladie coronaire aiguë, où vous avez l'infarctus aigu avec arrêt cardiaque rapidement, dans les premières heures, des maladies plus chroniques qui peuvent elles aussi donner une mort subite. J'espère que ça a été assez clair, et si vous voulez intervenir et poser des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. C'est le moment. Peut-être pour juste relancer sur un des sujets, les gens souvent ne connaissent pas exactement ce qu'est un arrêt cardiaque. On pense à ce qu'on voit dans les films avec un tracé plat, par exemple. Je pense que c'est aussi important de réexpliquer quel est le rôle du massage cardiaque, quel est le rôle du défibrillateur et sur quoi ça va fonctionner ou pas, pour comprendre un peu les différentes, on
on va dire, possibilités ou les différents signaux cardiaques qui font qu'on peut ou pas délivrer un choc, par exemple. Alors effectivement, on peut toujours rendre les choses complexes et dire qu'il y a plusieurs types d'arrêt cardiaque. Vous savez que pour le cardiologue, la chose qui est importante, c'est d'avoir le tracé électrique. Et le défibrillateur LifeEase, lorsque vous posez les électrodes, vous le savez tous, vous avez le tracé électrique du cœur. On parle essentiellement aujourd'hui d'un arrêt cardiaque qui va être un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire que le cœur ne va pas s'arrêter de manière plate avec aucune activité électrique. Bien au contraire, il va plutôt démarrer avec une tachycardie ventriculaire, donc le cœur va s'accélérer de manière extrêmement rapide jusqu'à avoir des contractions totalement anarchiques, le chaos. Et si vous avez des contractions anarchiques, le chaos, vous n'avez plus cette belle fonction de pompe. À ce moment-là, l'efficacité de la pompe est perdue. Vous n'avez plus de circulation, vous n'avez plus d'efficacité circulatoire parce que le cœur est parti dans un chaos total, il n'y a plus de bonne contraction. Ça, c'est la tachycardie ventriculaire qui dégénère en fibrillation ventriculaire. Et lorsque LifeEase reconnaît la fibrillation ventriculaire parce que l'algorithme qui est à l'intérieur est l'un des plus intelligents au monde pour détecter ça, eh bien, à ce moment-là, il va reconnaître un rythme qu'on appelle un rythme choquable. Donc pour lui, il sait que le fait d'envoyer l'énergie, d'envoyer le choc, a d'énormes chances, plus de 90% de chances si c'est fait en phase initiale, de récupérer une contraction, une activité électrique normale, et donc la contraction du cœur efficace normale. Donc le défibrillateur va fonctionner sur des arrêts cardiaques qui sont par tachycardie puis fibrillation ventriculaire. Le défibrillateur ne va pas fonctionner si vous avez une asystolie. Une asystolie, c'est un arrêt de la contraction. Il n'y a plus du tout d'activité électrique. Vous avez le plat comme dans les films. Là, la défibrillation ne va pas jouer. Il faut entreprendre les manœuvres de réanimation dont on va discuter toute l'après-midi. Donc le massage cardiaque, alerter le massage cardiaque. Mais le défibrillateur n'aura pas sa place sur ce type d'asystolie qui sont bien moins fréquentes que les arrêts cardiaques par tachycardie, fibrillation ventriculaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Et en plus, Jérôme là parle des adultes, mais très curieusement, nos collègues pédiatres, il y a quelques années, finalement, nous disaient qu'il y avait beaucoup moins de fibrillation chez l'enfant que chez l'adulte. Et au final, lorsque l'on intervient vite, on s'aperçoit également qu'il y a ce passage qui parfois est plus bref que chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, on peut effectivement être efficace avec le défibrillateur. C'est pas pour rien qu'avec différents partenaires, dont la Fédération française de cardiologie également, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a pris ce slogan appelé masser, défibriller parce que c'était les trois choses indispensables. Et masser, c'est masser 120 fois par minute, et c'est-à-dire, allez, grosso modo, 2 fois par seconde. C'est pas si simple que ça, en plein milieu de la poitrine, mais cette facilité de décrire le geste en disant appuyer au milieu de la poitrine 2 fois par seconde peut inciter nos citoyens à commencer ce massage cardiaque qui de toute façon est l'élément premier, parce que le défibrillateur, il est rare de tomber devant un défibrillateur. J'espère que cet après-midi personne ne tombera devant le défibrillateur LifeEase, mais c'est évidemment, il va falloir aller le chercher. Et là aussi, c'est très important, c'est cette politique de déploiement des défibrillateurs que peut-être, Johan, vous avez anticipé il y a quelques années, parce que c'est vers très probablement le milieu privé qu'il faut développer cette défibrillation, et qu'aujourd'hui elle ne l'est pas faite suffisamment. Alors vous l'avez peut-être vu dans certains grands immeubles, certains syndics ont mis en place, souvent sous l'effet d'un ou deux citoyens locataires ou propriétaires qui connaissaient, qui avaient vu tout ça, ils se disent mais ça ne coûtera rien d'en avoir un dans le bâtiment, et avoir ces défibrillateurs au plus près. Mais n'oublions pas que lorsque quelqu'un s'effondre, qu'il est inconscient et qu'il ne respire pas normalement, c'est d'abord le massage cardiaque, et puis le plus vite possible, effectivement, le défibrillateur, parce que lui, il est le complément qui va parfaitement, eh bien, dans la chaîne des secours, laisser le plus de chance à nos concitoyens dont le cœur va s'arrêter, comme vous le disiez également. On parle beaucoup, maintenant on reste, avant on disait réanimation, puis on a dit réanimation cardio-pulmonaire,
Et aujourd'hui, beaucoup utilisent le terme de réanimation cardio-cérébrale, parce que effectivement, c'est le cerveau qui, de toute façon, est l'objet de nos intentions. Le cœur est une chose, mais lui, il est au service du cerveau. Et c'est pour ça que dans les publications aujourd'hui, beaucoup parlent de réanimation cardio-cérébrale. Ça ne change rien à la conduite à tenir, mais en tout cas, ça montre l'importance de réduire ce que les Anglais appellent le no-flow, c'est-à-dire le moment où notre circulation ne se fait plus, et au moment, au temps zéro, notre cerveau déjà souffre, déjà perd ses premiers neurones. Donc il faut, dans les quelques 10 minutes maximum, parce qu'on sait déjà que de toute façon 10 minutes c'est trop, eh bien qu'il faut que ce massage cardiaque puis cette défibrillation ait été mis en œuvre. Oui, et surtout ce qu'il faut dire aussi, c'est que, je partage complètement votre avis, 10 minutes ça me paraît trop. En fait, quand on est en face d'une victime d'arrêt cardiaque, effectivement, la première chose à faire, c'est de le diagnostiquer. Et en fait, il faut n'ait plus peur. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des témoignages qui disent « Ah, il y a eu un arrêt, alors déjà, d'une part, j'ai pas su quoi faire, et puis, il y a d'autres qui disent « Je savais quoi faire, mais j'ai eu peur. » Mais peur de quoi? Le malade, il est déjà en arrêt, donc ça peut pas être pire. D'accord? On peut que améliorer la situation. Donc ça, oui. Il y a souvent deux choses qui font peur. Pas vous entendre. Il y a souvent deux choses qui font peur. Le premier, c'est la peur de mal faire et d'être puni par la loi. Et là, je trouve qu'on n'insiste pas du tout assez sur le fait que la loi citoyen sauveteur protège et le code pénal protégeait déjà avant. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait qu'on communique plus, sur le fait qu'on ne craint rien quand on porte secours à quelqu'un en France. Le problème, c'est l'implication des séries américaines qui font croire aussi aux gens qu'on va risquer. Et puis malheureusement aussi pour les femmes. Le fait des attouchements, toucher la poitrine d'une femme. Les femmes sont 2 fois moins bien réanimées quand il y a un arrêt cardiaque, ce qui est absolument extraordinaire, parce que la raison c'est « Ah j'ai eu peur de lui toucher les seins ». C'est complètement délirant, mais c'est comme ça. Et effectivement, c'est un élément important. On aura justement l'occasion aussi de voir ça, parce que lors d'une table ronde sur le domicile, on aura Emmanuel et Laetitia qui ont fait un arrêt cardiaque assez jeune et qui ont été sauvés et qui témoigneront aussi de ça. Et effectivement, il y a beaucoup de clichés sur l'arrêt cardiaque et que nous on essaye de combattre. Les gens ne savent pas que ça concerne tout le monde. Les gens pensent que c'est que des personnes très âgées, pensent que c'est que des hommes, pensent parfois qu'on ne peut rien changer. Le sujet de la fibrillation et du timing, ça a été un gros combat aussi pour l'IFIS, d'éduquer les gens, parce que quand on est allé voir au début des personnes, des spécialistes, ils nous disaient de toute façon, face à un arrêt cardiaque, on ne peut rien faire parce que quand on arrive, les personnes sont en asystolie. Et en fait, on le voit, et les pompiers de Paris ont été les premiers aussi à nous soutenir, parce qu'ils arrivaient les premiers sur le terrain, et ils les premières minutes. Si on intervenait, on pouvait changer les choses. Et nous, ce qu'on observe aussi dans les statistiques, on commence à avoir de plus en plus d'interventions, on a plus de 250 interventions, c'est que les taux de survie sont radicalement supérieurs quand on est dans les moins de 5 minutes. Et après 5 minutes, ça s'effondre petit à petit. Au-delà de 10 minutes, c'est vraiment de l'ordre du miracle. Mais on a des miracles qui existent et il y a des gens qui sont là pour en témoigner de temps en temps. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est vraiment ces premières minutes. Et nous, on a eu même des effets qu'on voit rarement. Il faut se dire que dans le cas d'un arrêt cardiaque, quand la personne est réanimée, souvent elle est placée ensuite en coma artificiel pour l'aider à reprendre des forces, etc., à bien relancer. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que les personnes où c'est comme dans les films, c'est-à-dire que le choc est délivré et ils se réveillent, il y a eu une intervention dans la première ou dans la deuxième minute. Et ça, c'est vraiment assez miraculeux et il faut qu'il y ait un défibrilleur à portée de main et il faut qu'il y ait des gens qui osent intervenir. Oui, c'est ce que j'allais dire, Johan. Quand nous, on voit des arrêts cardiaques à l'hôpital, quand on est dans nos services de réanimation cardiaque, en chirurgie ou en cardiologie médicale, il arrive qu'on assiste en direct à l'arrêt cardiaque. Le patient est rentré pour un infarctus aigu, on le met dans un lit de surveillance de réanimation, et puis on boit un café tranquille avec les infirmières, et on voit que sur le scope, ça sonne de partout, et on voit une fibrillation ventriculaire. On attrape le premier défibrillateur qui est à côté, on choque, et il ne m'est pas arrivé une seule fois dans ma carrière de ne pas récupérer le rythme cardiaque en faisant la défibrillation dans la première minute. C'est ce que vient de vous dire Johan, si vous agissez tout de suite avec le défibrillateur, ça marche à 99%. Oui, madame. J'essaie de comprendre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
si on a un caillot, alors c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs canaux, hein, j'y connais rien, mais s'il y a un caillot qui bouge, le fait d'envoyer de l'énergie, le caillot il reste là, il ne bouge pas. Enfin, alors est-ce que c'est parce que, bon, la pompe, j'ai bien compris, la pompe elle s'est éteinte, mais du coup l'étui, s'il y a des caillots, comment on fait pour envoyer, enfin pour que ça... Vous avez tout à fait raison. On parle de la défibrillation en cas d'arrêt cardiaque. En cas d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Donc là, on envoie l'énergie par le défibrillateur pour récupérer la fonction pompe. On n'a pas réglé totalement le problème de l'infarctus du myocarde et du caillot. Donc la défibrillation, on l'a fait en extrême urgence le plus tôt possible lorsque vous avez l'arrêt cardiaque, mais tous les infarctus n'ont pas un arrêt cardiaque en phase initiale. Donc le traitement se compose de différents éléments. La défibrillation est le plus urgent quand vous avez l'arrêt cardiaque, il faut la faire tout de suite. Mais après, on va s'intéresser à aller enlever le caillot avec, vous savez, par angioplastie, en passant par les artères du bras, l'artère radiale ici. On peut monter des petits cathéters et venir enlever le caillot et mettre une prothèse, un ressort, un stent pour libérer l'artère. Ça aussi, il faut le faire au plus vite. Mais en cas d'arrêt cardiaque, c'est tout de suite défibrillateur et choc le plus rapidement possible. Après, on s'occupe du caillot. On peut peut-être profiter juste de l'arrivée aussi du docteur Lacotte, qui est rythmologue, qui intervient aussi, corrige-moi si je me trompe, mais pour placer des pacemakers ou des défibrillateurs implantables sur des personnes. Il faut savoir que Marcel et moi, donc 2 des 4 cofondateurs de Lifease, ont travaillé avant dans les pacemakers et défibrillateurs implantables en tant qu'ingénieurs. Et ce qui nous a aussi poussé à créer la boîte, c'est de voir que la technologie existait et que quand une personne survivait à un arrêt cardiaque, et parfois pour d'autres raisons, elle allait avoir un défibrillateur implantable et qu'elle allait être protégée de cette manière-là. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cadre du défibrillateur implantable pour voir un peu la différence? Oui. Merci Johan. Désolé de cette arrivée tardive. Ce qui se passe, le grand public, je ne sais pas si vous en avez parlé, comprend mal le terme arrêt cardiaque. Vous en avez parlé de ça? Tu peux expliquer On explique à tous les gens qui viennent nous voir en consultation après une catastrophe que, contrairement à ce qu'ils pensent, 9 fois sur 10, je ne sais pas combien vous avez dit, quand quelqu'un tombe raide dans la rue, 9 fois sur 10 c'est le cœur, 1 fois sur 10 c'est autre chose, la tête, l'embolie pulmonaire. Et quand c'est 9 fois sur 10 c'est le cœur, 9 fois sur 10 c'est le cœur qui s'emballe à une vitesse extrême. Ce truc, c'est pas un stimulateur automatique. C'est pas pour stimuler parce qu'il y a 0. C'est pour défibriller parce que le cœur bat à 300 ou à 400. Vous allez me dire, et notre cœur, c'est comme une bagnole, il n'est pas fait pour dépasser une telle limite au-delà de laquelle ça recule. C'est-à-dire que le cœur, c'est un muscle qui pompe, qui se remplit, qui se vide, qui se remplit. Dépasser le 250, au bout de 5-10 secondes, tout le monde perd connaissance. Le cœur n'a pas le temps de se remplir. Donc ça s'appelle un défibrillateur parce que la maladie s'appelle une fibrillation. C'est-à-dire une espèce de crise de tétanie électrique. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce que notre cœur marche à l'électricité. Vous en avez parlé de ça? Oui. Tu t'en parles mieux que et donc, quand il y a un infarctus, il n'y a plus d'oxygène et ça fibrille. Je suis sûr que parmi... non, vous êtes trop jeune et en pleine forme, vous avez des bonnes bouilles, mais il y en a sans doute quelques-uns dans la salle, et puis si on arrive tous à 80 piges, il y en aura 10% qui aura une fibrillation. Pas des ventricules, mais des oreillettes. Alors, bref, les oreillettes, elles ne sont pas vitales, elles balancent des caillots, ça peut donner des accidents cérébraux, ça peut faire palpiter, c'est pas la question. Donc ça, c'est un défibrillateur pour les ventricules. Et moi, en tant que rythmologue, je suis nul, c'est-à-dire que je suis inopérant. Pourquoi? Parce que on est incapable aujourd'hui, sur des critères, même de prise de sang, même d'électrocardiogramme, de dire vous allez faire un arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire parce que vous allez faire un infarctus. Et donc, moi, rythmologue, la seule chose que je sais faire, c'est quand le SAMU amène un patient ressuscité parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu les gestes de... Enfin bref, cette chaîne de réaction, on lui dit, on va vous en mettre un pour que la prochaine fois que ça arrive, ça se passe bien. Mais tous ces gens-là qui sont tombés dans la rue, personne n'était capable de leur dire, vous allez tomber raide dans la rue parce que vous allez faire un infarctus. Dans 15 ans, ça fera marrer tout le monde parce qu'on aura un truc connecté qui ne réglera pas tout. Parce qu'il suffira de nous prendre en photo de face de profil sans rentrer le ventre. Et puis de regarder ce qu'on appelle les biomarqueurs pour dire « Ouh là là, ah ouais, vous n'avez pas trop de cholestérol, pas forcément plus que les autres, mais si un jour ça se bouge, ça ira mal. » Donc ça ne veut pas dire que tout sera réglé, qu'il n'y aura plus ça. Ça veut dire qu'à la fin, il faudra qu'il y ait ça, mais qu'il y a toute une chaîne d'identification, la médecine préventive, prédictive, personnalisée. C'est des jolis mots, mais il faut qu'on arrête d'être juste
des gens qui sont capables de rattraper le coup une deuxième fois, on n'a pas plus une deuxième chance. Et donc mettre un défibrillateur à quelqu'un aujourd'hui, bah, 1 fois sur 3, c'est quelqu'un qui a ressuscité d'une mort subite. Et 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4, c'est quelqu'un qui a eu un gros pépin cardiaque, qui n'a pas fait de l'arrêt cardiaque, qui n'a pas fibrillé, mais qui a tout pour. C'est-à-dire qu'il a le cœur amoché, une séquelle d'infarctus, une maladie génétique. Donc ceux-là, on sait les identifier, on sait les bichonner, on les protège. Mais ça n'a pas d'impact sur la mortalité globale, la prévention de la mort subite, parce qu'on s'adresse, c'est pas du marketing, c'est de la science, c'est des preuves, on s'adresse à des gens qui sont à très haut risque cardiaque, qui ne sont pas très nombreux, et pour eux, on est capable de faire un énorme effort. Un défibrillateur, c'est justifié, ça vaut 20 000 balles, ça dure 10 ans. Un défibrillateur sous la peau. Mais ça reste la question reste entière de comment protéger tout le monde, largement depuis le début. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe à des questions? Passons à des questions, si on a. Effectivement, il reste 5 minutes si vous voulez poser des questions. Oh oui, je vous prie. Merci, je veux bien reposer le personnel. Je viens de subir un quintuple pontage et j'ai été assez étonné justement pendant la partie rééducation. Je me suis interrogé sur si je faisais un arrêt cardiaque à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on fait un massage cardiaque sur quelqu'un qui a eu une thoracotomie récente? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle par récent. C'est sûr que le sternum, quand on ouvre un thorax, on passe au milieu du sternum, on le coupe en deux, mais ensuite, bien sûr, on le rafistole avec des fils d'acier, 7 en général, fils d'acier, qui permettent d'accoler les deux parties l'une contre l'autre, et l'ostéosynthèse fait le reste. Et un sternum, c'est stable en 1 mois à peu près. Bon. Donc, si jamais vous faites votre arrêt, on va dire, allez, 1 semaine après la chirurgie, ça veut dire que, 1, le chirurgien est bien travaillé, et que 2, ça veut dire que 2, vous allez sûrement avoir, si vous avez de la chance, on va vous récupérer, mais vous aurez sûrement très très mal au sternum si jamais vous récupérez de ça. Voilà. En revanche, si l'arrêt se produit un petit peu plus tard, finalement, oui, le sternum, c'est vrai. Le sternum est parfaitement solide à partir de 1 mois, ça consolide relativement vite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La première concerne le fonctionnement plutôt du défibrillateur. Souvent, j'ai des interrogations, notamment par rapport à l'application du défibrillateur. La question, c'est de savoir si le défibrillateur peut être utilisé sur un enfant ou un nouveau-né. Et la deuxième, c'est plutôt en fait concernant, en ce qui concerne On peut répondre à la première peut-être. oui, déjà. Donc la première question, c'est de savoir si un défibrillateur peut être utilisé sur n'importe qui, notamment des enfants ou des nourrissons, c'est ça? Oui, je peux. C'est ce que l'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que en fait, aujourd'hui, d'abord, les arrêts pédiatriques ne sont pas exceptionnels, y compris en particulier lors de sport. Ce sont souvent des enfants, par contre, qui ont des malformations, hein, qui font ces arrêts cardiaques, mais d'autres pas. Il y a ce qu'on appelle le commotio cordis, c'est lorsqu'on prend un ballon très fort dans la poitrine, quand on est petit, on peut arrêter son cœur. Si on a de toute façon priorité, comme on l'a dit, à l'alerte et au massage cardiaque, et ensuite on peut utiliser un défibrillateur. Alors certains défibrillateurs sont dotés de réducteurs d'énergie. Alors parfois c'est un petit morceau qui se met en place entre les électrodes. Parfois les défibrillateurs intelligents font la différence de ce qu'on appelle l'impédance, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on va délivrer parce qu'on est face soit à un gros thorax, soit à un petit thorax. Et on va même jusqu'à dire que si on n'a pas un défibrillateur adapté à la pédiatrie, on doit défibriller avec un défibrillateur adulte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de doute. De toute façon, on le fait. La différence, c'est que les positions sont différentes. Lorsque, on met des électrodes sur un thorax adulte, elles sont ce qu'on appelle en antérolatéral, alors que, chez l'enfant, en général, c'est en antéro-postérieur, c'est-à-dire une électrode devant, une électrode derrière, et on envoie le choc électrique.
Alors bien sûr, là, nos collègues pédiatres sont plus favorables lorsque l'on peut utiliser, et pour des raisons simplement d'énergie renvoyée au cœur qui peut quand même bien griller un peu quelques cellules. Chez l'enfant, c'est mieux d'avoir un défibrillateur qui a une énergie qui est tout à fait adaptée à cette impédance thoracique. Mais néanmoins, si on ne l'a pas, on n'hésite pas, on utilise le défibrillateur adulte. Peut-être pour compléter avec la vision, on va dire, du fabricant de défibrillateurs, effectivement, dans tous les défibrillateurs, généralement, il y a soit des électrodes enfants, soit des électrodes adultes. Et si on a des électrodes adultes et qu'on n'a rien d'autre, il faut quand même agir. Il y a des défibrillateurs comme le nôtre, mais il y a aussi d'autres modèles qui proposent un mode enfant, c'est-à-dire qu'on appuie juste sur le bouton, ça adapte l'énergie. Dans notre cas, et c'est le cas de plusieurs autres, c'est des électrodes universelles et effectivement, ça va être le positionnement qui va changer. Et pourquoi est-ce qu'on change de positionnement? C'est parce qu'en fait, sur un torse d'enfant, on n'a pas la place de mettre les deux électrodes, donc une en haut, une sur le côté, sans qu'elles se touchent, ce qui ne va pas être bon pour la délivrance du choc ensuite, et c'est pour ça qu'on le met un devant et un derrière. Concerne en fait une personne qui a un défibrillateur intégré, et du coup on n'est pas au courant en fait, que cette personne a ce défibrillateur. Est-ce que c'est dangereux, notamment pour sa santé, qu'on puisse en fait lui donner un choc de par en fait son défibrillateur externe, si jamais la personne qui est Alors je vais essayer le docteur Lacoste répondre à ça. Non, c'est pas dangereux parce que nécessité fait loi. Avec deux remarques. La première, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue d'enlever une chemise de quelqu'un en arrêt et de voir une cicatrice de chirurgie cardiaque et de sentir un boîtier. Et il faut vraiment être spécialiste pour savoir si ce boîtier est un pacemaker ou un défibrillateur. Et le patient ne va pas vous sortir son carnet en disant... Voilà, donc en gros, on ne sait pas sur le moment. Sauf si ça arrive en ambiance hospitalière, le patient est parti boire son café le lendemain du défibrillateur, il tomberait dans le couloir, il faut appliquer les mêmes règles que tout le monde. En sachant que si un patient fait un arrêt cardiaque avec un défibrillateur, et s'il se promène dans la rue, la probabilité que le défibrillateur fasse pas son boulot, elle est proche de 0. Tellement c'est fiable. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ou alors il a envoyé une série de chocs et puis il arrête parce que c'est pas que la batterie est vide, c'est que c'est comme ça, on peut en reparler si vous voulez, au bout de 6 chocs, il arrête. Donc la probabilité d'intervenir chez un patient qui a un défibrillateur, qui est en arrêt cardiaque dans la rue avec le défibrillateur qui n'a pas fait son boulot, elle est rare. Il ne faut pas se poser de questions, on pose le truc et on choque, et au pire, la palette ou l'électrode est près du défibrillateur qui va prendre un petit nion, mais nécessité fait loi. Et si c'est un pacemaker, c'est pareil. Un pacemaker n'empêche pas le patient de fibriller à 360, ça le stimule à 60. Donc, un patient avec un pacemaker est à égalité de chance ou de malchance avec un patient qui n'a rien du tout, c'est-à-dire que si ça fibrille, ça ne fera rien. Nécessité fait loi, on ne réfléchit pas si c'est un pacemaker ou un défibrillateur, on met les deux palettes, on choque. Et si le pacemaker ou le défibrillateur a pris un peu 200 joules au passage, il sera peut-être en programme de secours quand le patient va arriver sauvé ou ressuscité en réa ou je ne sais pas où. Et le rythmologue comme moi viendra avec l'ordinateur et verra, il y aura marqué syntaxe error, programme de secours, il y a eu des interférences, reprogrammez-moi. Donc, non, faisons simple, faisons pour tout le monde pareil. À tel point que l'on enseigne, les amis formateurs qui sont dans la salle enseignent que l'on met l'électrode, simplement on met 2 doigts en dessous de la bosse. On voit si la bosse se situe à l'endroit où on doit coller l'électrode, c'est-à-dire sous-claviculaire à droite, et bien si le défibrillateur ou le pacemaker a été implanté de ce côté-là, aujourd'hui vous implantez ça de manière différente, des fois, mais néanmoins, à ce moment-là, si on a la bosse, eh bien on met l'électrode juste 2 doigts en dessous pour pas que ce soit dessus et pour avoir une efficacité maximale. Je crois qu'on a une dernière question sur cette table ronde, et après, de toute façon, toute l'après-midi, il y a quand même un sujet global sur l'arrêt cardiaque, donc n'hésitez pas, vous pourrez reposer aussi ces questions-là. Vous parliez tout à l'heure des objets connectés. Quelle fiabilité accorder aux électrocardiogrammes que l'on peut se faire soi-même avec une montre? Comment les interpréter quand le tracé n'est pas parfait? Est-ce qu'on peut vous les envoyer à vous, les cardiologues, pour les interpréter directement?
Est-ce que c'est du pur gadget aujourd'hui? Pour nous, rythmologue, c'est le truc qui a le plus changé notre vie depuis 25 ans. Un, parce que c'est magique, c'est-à-dire que la qualité de ces électrodes, j'ai une montre, non pas parce que je palpite encore pour montrer à tous les patients comment ça marche. Le seul truc qui me gêne, il y en a deux. Premièrement, ça vaut 300 balles, c'est pas remboursé. Et donc, c'est ceux qui ont 300 balles, plutôt beaux gosses, qui vont faire du sport, qui l'achètent et qui n'ont jamais rien, qui ont juste envie de me dire je monte à 190, ouais, bah, super. Et c'est pas j'ai un peu de bite de l'attention, 70 ans, et voilà. Bon. Donc, c'est pas les bonnes personnes qui l'ont, parce que c'est de la médecine à deux vitesses. Mais la qualité des tracés est telle que dans les recommandations européennes sur les arythmies cardiaques, il y a marqué, bon, en anglais, mais bref, que le diagnostic fait par ces montres connectées ou équivalents a la même valeur diagnostique que faite par un électro du docteur ou un holter du docteur, à condition que le docteur ait bien vu le tracé de la montre et de ne pas se fier simplement à ce que dit la montre. La montre est faite avec des objectifs différents du médecin pour produire un service, mais surtout ne pas avoir d'emmerde. C'est-à-dire que le drame pour Apple, ou qui vous voulez, c'est que quelqu'un lève la main, puis 2, 3, 4, 5, 10, en disant « Mon père avait une montre, et puis elle lui a dit normal, alors il est mort ». Alors il y a des disclaimers, c'est-à-dire j'ai bien compris que ça ne faisait pas de diagnostic d'infarctus, mais tout est fait pour dire que c'est normal quand c'est normal. Et surtout, dire au moindre doute, c'est pas normal. Donc on est abreuvé, le seul vrai problème, c'est qu'on est abreuvé de faux positifs, c'est-à-dire que c'est pas blanc, noir. C'est souvent gris, et il faut regarder le truc pour dire « Mais non, c'est des parasites. Mais non, c'est des parasites. » Et accessoirement, c'est pas mon problème, c'est bénévole. Et la techno va plus vite que l'humain et l'organisation, c'est-à-dire que tout le monde a une montre. Tant mieux, les gens se l'achètent, il n'y a plus de médecins, donc comme ça ils font le diagnostic eux-mêmes, beaucoup gagnent beaucoup de temps. Mais à la fin, on ne sait pas qui doit les lire, comment se les envoyer. Donc il faut arrêter, j'achète une montre, j'envoie par Gmail à un mec que je ne connais pas, qui reçoit ça entre ses commandes Amazon et ses vacances, ses vacances. Il faut que les autorités, c'est-à-dire la Société française de cardio, la Sécu, se posent autour d'une table. Il ne s'agit pas que tout le monde ait une montre connectée, mais de définir un champ réglementaire et qu'il y ait une valorisation de ce truc. Et là, ça sera encore plus magique. Mais déjà, c'est génial. Merci. Johan, ça va être connecté à quelque chose plus tard, un jour On verra. On travaillait au début sur des choses comme ça, mais on a choisi de se concentrer là sur le défibrillateur. Mais effectivement, et ce que tu dis, c'est aussi, nous aujourd'hui on est fabricant de défibrillateurs, donc de dispositifs médicaux, il y a des certifications qui sont très poussées, et effectivement la plupart des acteurs qui font des appareils connectés pour mesurer le rythme cardiaque, etc., ils n'ont pas du tout envie d'entrer là-dedans, et donc ils vont juste faire du pré-diagnostic et laisser le médecin après décider.